Il est 13 heures et vous écoutez la radio nationale du Mali. Le journal. Salimata Dao. Le Mali et le Maroc renforcent leur partenariat dans le domaine de l'agriculture. Un protocole d'accord est signé entre le département de tutelle et l'office chérifien de phosphate. L'accord va permettre de booster la productivité agricole et soutenir la lutte contre l'insécurité alimentaire au Mali. À Ségou, le secteur privé se mobilise pour apporter assistance aux victimes des inondations. Un compte est ouvert à la BDMSA pour recueillir les appuis financiers. L'ordonnance judiciaire, la chronique judiciaire nous en parle. C'est un acte qui couvre le domaine législatif et certaines décisions de justice. Garibou Pérou nous édifie davantage sur ce document dans ce journal. Et en sport, on parlera de football avec la Ligue des champions de Maracana, dont la Coupe du Monde se tient en Côte d'Ivoire, et aussi de basketball. Dans cette discipline, le tirage au sort de la Ligue africaine est fait et le stade malien évoluera dans le groupe A. C'était là les titres, tout de suite le développement. Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Je viens de l'annoncer, la République du Mali et le Royaume du Maroc veulent aller encore plus loin dans leur partenariat. Un protocole d'accord est signé dans le domaine de l'agriculture entre le département de tutelle et l'office chérifien des phosphates. Ce partenariat permettra de répondre aux nombreux défis comme l'amélioration de la productivité agricole et aussi la lutte contre l'insécurité alimentaire au Mali. Kaligatou Kone. Coup de pouce dans la coopération entre le Mali et le Maroc avec la signature de ce protocole. À travers cet accord, le ministère de l'Agriculture et l'Office chérifien des phosphates entendent booster la production agricole afin d'assurer une autosuffisance alimentaire au Mali. Daniel Siméon Kelema, ministre de l'Agriculture. Les défis du secteur agricole au Sahel en général et au Mali en particulier sont étroitement liés à la mauvaise santé des sols, caractérisée par leur carence en nutriments, elle-même liée à un déficit d'apport en engrais. Aussi, dans un contexte de changement climatique, le phénomène a tendance à s'amplifier. L'épuisement des nutriments et de la dégradation générale des sols et chaque année suivent une trajectoire insoutenable pour l'économie de notre pays. Afin de restaurer les terres dégradées et augmenter de façon exponentielle la production agricole au Mali, les deux parties souhaitent mettre en place des solutions durables et novatrices. Dr Mohamed Anouar Jamal, PDG de l'OCP Africa. Ce partenariat tripartite découlant de l'accord signé avec la Banque mondiale en marge de ces réunions annuelles à Marrakech vise à travailler conjointement sur les initiatives structurantes qui seront affinées sous votre leadership excellence, à même de supporter la transformation du secteur agricole. Je citerai notamment 3 initiatives majeures. La gestion et l'amélioration de la santé et de la fertilité des sols. La deuxième initiative vise à apporter une panoplie de services aux petits fermiers à travers la création d'un réseau de centres de services agricoles de nouvelle génération. Nous sommes convaincus que la transformation agricole pourrait être d'autant plus accélérée en capitalisant à la fois sur les jeunes, les femmes et l'accès aux nouvelles technologies. C'est ainsi que la 3e initiative que nous avons discutée ensemble avec la Banque mondiale et avec vos équipes vise à favoriser le développement de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans l'agritech. Cette approche entre le Mali et le Maroc facilite l'accès à des intrants de qualité et aux bonnes pratiques. Cette signature de protocole se passe sous l'œil de la Banque mondiale qui est un partenaire stratégique du Mali dans plusieurs domaines, notamment celui de l'agriculture. Robert Boujaoud, représentant de la Banque mondiale. La Banque mondiale est déterminée à soutenir des initiatives qui visent à améliorer la résilience de l'agriculture face aux défis climatiques et économiques. Nous restons engagés à accompagner les efforts du Mali pour renforcer ses capacités agricoles et promouvoir un développement inclusif et durable. Cet accord avec l'Office chérifien des phosphates marque le début d'une véritable révolution agricole dans notre pays.
L'opérationnalisation des nouveaux arrondissements est à l'ordre du jour. Une réunion vient d'être organisée au gouvernorat de Bamako. La rencontre est mise à profit pour présenter les nouveaux préfets, 7 au total, et permettre à leurs futurs collaborateurs de connaître le nouveau cadre de travail. Ils devront administrer les nouveaux arrondissements créés dans le cadre des réformes politiques et administratives. Engagé, le compte-rendu de Alousseni Touré. L'objectif de la rencontre élargi aux élus, aux responsables des services régionaux et subrégionaux et aux membres des délégations spéciales est de présenter les nouveaux responsables fraîchement nommés. Aussi, les rôles et responsabilités de ces derniers ont été précisés par le gouverneur qui a souhaité la collaboration de tous pour l'accomplissement des missions ainsi assignées au sous-préfet. Abdoulaye Koulibaly, gouverneur du district de Bamako. Dans le cadre de l'opérationnalisation de ces entités administratives, il a été procédé par décret 2024-0474 PTRM du 19 août 2024 à la nomination des 7 sous-préfets d'arrondissement du district de Bamako. Vous convenez avec moi que l'opérationnalisation des 7 arrondissements du district de Bamako aura un impact sur le fonctionnement et l'organisation des relations entre les différents acteurs du district de Bamako. Suite à cette présentation, les participants à la rencontre ont souhaité poser des questions d'éclaircissement, lesquelles ont trouvé réponse auprès du gouverneur et des représentants de la Direction générale de l'administration territoriale. Quant aux nouveaux préfets, ils se disent prêts à relever les défis liés à leurs fonctions au service des administrés. Traoré Fatou Traoré, sous-préfet du 2e arrondissement de Bamako. Compris pas mal de choses. On nous a expliqué les attributions des différents sous-préfets et c'est aussi l'occasion qui nous a permis de connaître les services techniques qui feront désormais partie de notre circonscription administrative. Sakouba Madi Dambélé, sous-préfet du 7e arrondissement du district de Bamako. La réussite de la réforme administrative et territoriale va dépendre de nous et ces conseils vont nous servir. La réunion a permis de connaître les nouvelles autorités qui vont désormais représenter l'État auprès des nouveaux arrondissements, de préciser l'emplacement des bureaux et d'insister sur la collaboration nécessaire avec les différents acteurs de l'État et des collectivités. Rendons-nous à l'intérieur du pays où à Ségou s'est tenue une journée de sensibilisation de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI. Elle est faite à l'intention des élus et des représentants des organisations de la société civile sur leur rôle et responsabilités dans la lutte contre l'enrichissement et la corruption. Le reportage de Fousseni Samaki. Le pot de vin, l'extorsion, le trafic d'influence, les détournements de fonds sont entre autres manifestations du phénomène de la corruption devenue systémique au Mali. C'est pour sensibiliser les représentants des organisations de la société civile et élus de la région de Ségou que l'OCLEI initie ce présent cadre d'échange sur ce phénomène. Seydina Omar Diarra, chef de mission au CLEI. Vous informer, sensibiliser élus locaux et membres des organisations de la société civile sur les conséquences néfastes de la corruption et l'enrichissement illicite dans vos milieux de travail, avec l'espoir de faire de vous des ambassadeurs de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Ainsi, ces acteurs régionaux sont mieux outillés sur les instruments juridiques de lutte contre la corruption, la transparence, l'éthique et la redevabilité dans la gestion des fonds publics. Awa Doumbia, participante. À travers ces échanges, nos connaissances sont vraiment renforcées. On est surpris que Ségou soit la deuxième localité la plus corrompue au Mali après Kaï. Nous ferons tout pour inverser cette tendance. Tchemogo Diarra, représentant du président du conseil régional de Ségou. Il est donc important pour nous de mettre en place des moyens nous permettant de nous éloigner de ces cancers qui gangrènent notre société et d'accompagner l'OCLEI dans ses actions de tous les jours pour inverser la tendance au profit d'une gouvernance vertueuse. Le rôle et la place des organisations de la société civile et élus locaux sont déterminants. En recevant l'écharpe de l'OCLEI, les autorités ségoviennes se sont engagées à jouer pleinement leur partition dans la lutte contre ce fléau qui constitue un véritable obstacle pour le développement local. Ségou, Fousseni Samake et Isaba pour l'ORTM. Restons à Ségou pour parler solidarité. Il est désormais ouvert un compte à la BDMSA pour l'appui financier
des opérateurs économiques de Ségou victimes des inondations en 4e région. L'information est portée à la connaissance du secteur privé au cours d'une cérémonie de lancement de cette mobilisation. Cette rencontre pilotée par le gouverneur de la région de Ségou en collaboration avec la délégation régionale de la CECIM a regroupé plusieurs patrons du secteur privé. Ramata Konati. L'heure est à la mobilisation des opérateurs économiques de la région de Ségou en faveur des victimes des inondations. Un compte spécial dénommé CECIM Ségou Contribution Inondation est créé à la BDM-SA. Il est mis à la disposition des acteurs du secteur privé au cours de cette rencontre. Une rencontre présidée par le gouverneur de la région de Ségou qui explique les biens fondés de cette opération. Contrôleur général Alassane Traoré. Il s'agit de sensibiliser les opérateurs économiques que vous êtes sur ces inondations afin de susciter en vous des réactions pour apporter des contributions dans la réponse à cette crise. Je vous exhorte donc à un engagement soutenu pour accompagner les autorités du pays dans la gestion de cette catastrophe. Le gouverneur rassure aussi les opérateurs économiques quant au processus de cette quête financière. Contrôleur général Alassane Traoré. Il est demandé à toute personne désirant faire une contribution de la déposer dans ce compte et faire parvenir son bordereau de versement à la délégation régionale de la CECIM qui à son tour le transmettra au gouverneur de la région. Tous les fonds seront enregistrés et communiqués au niveau national périodiquement. Au premier responsable des opérateurs économiques de la région de joindre sa voix à celle du gouverneur pour une grande mobilisation de ses collègues en faveur des victimes des inondations. Ibrahim Dougouré, président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Ségou. Nos autorités comptent beaucoup sur notre contribution pour soutenir nos frères et sœurs frappés par les inondations dans la région de Ségou. Mobilisons pour cette cause noble dans la mesure du possible. Dans le cadre de cette opération, l'entreprise DPA donne la première réponse en offrant 4 millions pour alléger la souffrance des victimes de la région, estimée à 6 178 ménages, plus de 39 000 personnes sinistrées avec des pertes en vie humaine et des dégâts matériels. Ségou, Ramata Konaté et Bakary Traoré pour l'ORTM. À présent, la page internationale, elle commence par le Nigeria où plus de 100 personnes ont été portées disparues hier dans un naufrage de bateaux. 150 autres personnes ont été secourues selon l'agence de gestion des urgences de l'État. Le bateau transportait environ 300 personnes. Les recherches de sauvetage sont en cours. En Tunisie, à quelques jours de l'élection présidentielle, le président Kais Saied a retiré hier au tribunal administratif son rôle d'arbitre en cas de litige post-électoral. Cette décision a fait beaucoup de bruit dans le pays. 6 candidats sont en liste, dont le président Kais Saied pour le fauteuil présidentiel. Pour rappel, la dite élection est prévue le dimanche prochain. Les autorités rwandaises ont annoncé aujourd'hui qu'elles vont lancer des essais cliniques contre le virus de Marburg. Cette épidémie ravageuse qui a fait 11 morts, 29 cas confirmés, dont 19 sont en confinement. L'annonce a été faite le mardi dernier par le ministre de la Santé. Face à cette situation, le ministre a appelé la population à éviter tout contact corporel. Le bilan provisoire du nouveau naufrage au large des côtes djiboutiennes est de 45 morts, 55 secourus et une centaine de disparus. Les personnes secourues sont sous traitement médical et quant aux disparus, des opérations de recherche ont été lancées afin de les retrouver. Ils étaient au total 310 à bord des 2 navires qui ont quitté le Yémen dans la nuit du mercredi au jeudi dernier. Et pour boucler, des nouvelles de la 79e Assemblée générale des Nations unies, une coopération entre les Nations unies et l'Union africaine a vu le jour hier. L'objectif de cette rencontre vise à relever les défis environnementaux et promouvoir une paix durable sur le continent africain. Il est 13h passé de 14 minutes. À présent, nous parlons sport. Football, la 2e journée de la Ligue des champions d'Europe a été bouclée hier en ce qui concerne la Coupe du monde de Maracana, Côte d'Ivoire 2024. La 3e et dernière journée de poule a aussi connu son épilogue
Basketball, le tirage au sort de la Ligue africaine est fait et le stade malien évoluera dans le groupe A. Le développement avec Abdul Karim Kaba. Le tirage au sort de la Ligue africaine de basketball, la BAL, a été effectué et le stade malien de Bamako évoluera dans le groupe A. Le représentant malien sera en compagnie d'Al-Ali de Tripoli, Kriol Star de Cap-Vert et l'association sportive des forces armées et de sécurité du Burkina Faso. Dans la poule B, il y a Elan Coton Sport du Bénin, ABC de Côte d'Ivoire, Mike Barol de Libye et Spintex Kinect du Ghana. La compétition se déroulera du 8 au 13 octobre prochain à Tripoli, en Libye. Notons que les 2 premières équipes de chaque poule se qualifieront pour la prochaine étape, Elite 16. Football, Coupe du monde du Maracana Côte d'Ivoire 2024. La 3e et dernière journée de poule a été jouée hier. La France a été largement dominée par le Bénin, 1-8 et la Jamaïque a perdu devant la Guinée-Conakry par le score de 0-2. Le Brésil a battu les États-Unis 5-3. Quant aux Aigles du Mali, après leur défaite 2-4 contre le Brésil en première journée, ils se sont inclinés 1-2 devant le Canada au compte de la 2e journée. Football toujours, la 2e journée de la Ligue des champions d'Europe a été bouclée hier. 9 rencontres étaient au programme. Ainsi, les Espagnols du FC Girona ont été battus 2-3 par les Néerlandais de Feyenoord Rotterdam. Shakhtar Donetsk chute 0-3 face aux Italiens d'Atalanta. Aston Villa gagne 1-0 face au Bayern Munich. Benfica l'emporte 4-0 devant Atlético. Dynamo Zagreb et Monaco ont fait match nul, 2 buts partout. Lille gagne par le minimum d'1-0 face au Real Madrid. Liverpool s'impose 2-0 devant Bologne. Sturm Graz a été battu 0-1 par le club Bruges. La leçon de sport pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur les sanctions en handball. À la différence de beaucoup de sports de mai, le handball reste un sport complexe avec un ensemble de règles colorées. Isaac Tchenou nous en parle dans sa leçon de sport du jour. Le handball est un sport complexe avec un ensemble de règles nuancées, des règles qui impliquent de nombreuses relations de cause à effet. Amadou Baïga, entraîneur de handball, nous donne des précisions. L'échelle des sanctions disciplinaires est la suivante. Avertissement, carton jaune. Exclusion, 2 minutes. Disqualification, carton rouge. Disqualification directe, carton rouge avec rapport. Un joueur ne peut recevoir qu'un seul avertissement et 2 exclusions. Et la 3e entraîne une disqualification. Ce joueur ne pourra plus participer au match, mais après 2 minutes peut être remplacé par un autre joueur. Les fautes graves peuvent entraîner une disqualification directe avec rapport des arbitres. Les officiels peuvent être sanctionnés d'un avertissement et d'une exclusion. Les sanctions sont échelonnées suivant l'appréciation de l'arbitre. En handball, les sanctions disciplinaires sont progressives et adaptées en fonction de la gravité de la faute commise par le joueur ou l'officiel. Si un officiel est sanctionné, un joueur fait toujours les frais, nous explique Amadou Baïga. L'officiel suspendu doit faire sortir un joueur pendant 2 minutes. S'il est disqualifié, un de ces joueurs sort pendant 2 minutes et l'officiel quitte le banc. Une équipe ne peut obtenir globalement que 3 avertissements. Les officiels, 1 avertissement. Les sanctions dépendent de l'appréciation des arbitres. Malgré toutes ces complexités, cette discipline olympique d'origine allemande reste un des sports de main les plus charmants et élégants dans le monde. Chronique judiciaire. Différentes des ordonnances prescrites aux patients par le médecin, l'ordonnance judiciaire est un acte qui couvre le domaine législatif et certaines décisions de justice. Notre Constitution du 22 juillet 2023, dans son article 121, dispose que le gouvernement peut, pour l'exécution de son plan d'action, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Quel sort est réservé à l'ordonnance quand la loi d'habilitation ou de ratification est censurée? Quel processus adopter pour prendre une ordonnance? Voyons tout cela dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou. Appelée à l'origine décret-loi, l'ordonnance est un moyen pour le gouvernement de légiférer sans passer par les processus parlementaires habituels. C'est un acte administratif pris dans le domaine réservé au Parlement. Mais attention, cette procédure n'est pas forcément synonyme d'immixtion du pouvoir administratif dans le domaine parlementaire.
Sori Diakité, premier rapporteur public de la section administrative de la Cour suprême. Un pouvoir, normalement, ne doit pas agir dans le domaine réservé à l'autre pouvoir. Mais l'ordonnance fait cette exception parce que le décret, c'est le domaine de l'exécutif et la loi, c'est le domaine du Parlement. Il se trouve que l'ordonnance s'apparente à un acte hybride, un côté administratif et un côté législatif. D'origine législative, l'ordonnance obéit à une procédure spéciale prévue dans l'article 121 de la loi fondamentale. Dans un premier temps, le gouvernement dépose un projet de loi d'habilitation pour qu'il soit habilité par le Parlement à prendre des ordonnances. Le gouvernement étant autorisé à prendre ces ordonnances, peut prendre un projet d'ordonnance en Conseil des ministres et une fois l'ordonnance adoptée en Conseil des ministres, entre immédiatement en vigueur. Et c'est par la suite que le Parlement procède à sa ratification. En fait, le Parlement intervient en 2 étapes. D'abord, pour prendre une loi d'habilitation. Ensuite, une loi de ratification pour conférer à l'ordonnance un caractère législatif. Finalement, on se demande quelle est la nature juridique d'une ordonnance avec le Parlement qui intervient pour adopter les lois d'habilitation et de ratification. Avant sa ratification, l'ordonnance demeure un acte administratif. Mais après la ratification, l'ordonnance devient un acte législatif. Le contentieux de l'ordonnance est donc partagé entre le juge administratif et le juge constitutionnel. Le justiciable, selon l'article 153 de la loi fondamentale, peut saisir la Cour constitutionnelle si une disposition porte atteinte à ses droits et libertés. Quand l'ordonnance n'est pas ratifiée, elle constitue un acte administratif et de ce point de vue-là, elle peut être déférée en contrôle de légalité devant le juge administratif. Et généralement, c'est devant la section administrative de la Cour suprême. Et avant même que l'ordonnance soit adoptée, la loi d'habilitation peut même faire l'objet d'un recours devant le juge constitutionnel, la Cour constitutionnelle. Et lorsque la loi de ratification est déférée devant la Cour constitutionnelle aussi, et que la Cour constitutionnelle invalide cette loi de ratification, il y a 2 positions qui s'affrontent. Certains pensent que l'ordonnance qui n'a pas été ratifiée doit garder son caractère administratif et demeurer en vigueur. D'autres, au contraire, pensent que, une fois la loi de ratification invalidée par le juge constitutionnel, l'ordonnance doit être déclarée caduque. Il y a un contrôle a posteriori aussi qui est possible. C'est la position adoptée par la Constitution du 22 juillet 2023, en son article 153 précisément. Elle est bien servie aujourd'hui, la population, parce que la population a la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle pour invalider un texte de loi. Aujourd'hui, c'est chose faite. Prendre les mesures par ordonnance est pratique. Le hic, c'est que ces mesures filent toujours à l'anglaise. Elles sont peu favorables au débat parlementaire, extrêmement utiles car, disait l'autre, du choc des idées jaillit la lumière. Merci Garibou Pérou pour toutes ces informations. Ainsi prend fin ce journal que moi, Salimata Dao, ai eu le plaisir de vous présenter. À la mise en onde, Alimata Ouattara, la mise en ligne assurée par Badi Touré, une réalisation de Adam Maïga, le tout sous la coordination de Ousmane Dao. Restez connectés sur votre radio nationale. Dans un instant, les avis et communiqués avec Kani Keita. Merci à toutes et à tous et bonne suite de programme sur Radio Mali.